La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Empuantis par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas, ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons de ça, un format un petit peu différent du premier, puisqu'aujourd'hui c'est un entretien réalisé avec Aurore Chéry. Sur Zoom, la qualité sonore s'en trouve nécessairement détériorée et j'en suis désolé. J'espère que cela ne vous empêchera pas de passer un bon moment. Bonne écoute. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Joué plus qu'acteur de l'histoire, il a tenté de proclamer son innocence, mais les roulements de tambour furent plus forts que sa voix. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Parlons de ça. Aujourd'hui, on va parler révolution française et révolution historiographique. Comment mener une révolution avec Louis XVI? Et pour en parler, je reçois l'historienne et chercheuse associée au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes et membre du comité de vigilance lié aux usages de l'histoire, Aurore Chéry. Bonjour Aurore Chéry. Et bonjour Corentin. Le 30 septembre dernier sortait en librairie L'Intrigant, nouvelle révélation sur Louis XVI chez Flammarion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous soufflez un grand coup sur l'historiographie traditionnelle. C'est un livre qui enflamme un petit peu les débats historiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu rapidement ce que vous tentez de restituer dans ce livre ? Alors, déjà, j'essaye de restituer sa place à Louis XVI dans l'historiographie, puisque c'était un personnage qui était quasiment absent en fait, des travaux académiques. On avait des biographies, mais par exemple, la biographie d'Evelyne Levert, on n'avait quasiment aucune note. Ce sont toujours des travaux qui étaient menés dans une optique grand public et finalement, on cherchait peu à restituer, essayer de comprendre ce qu'il avait voulu faire, qui il était vraiment en recherchant des documents. Les seuls qu'il ait vraiment fait au cours de la seconde moitié du XXe siècle, ce sont les Géraud de Coursac. Or, les Géraud de Coursac, c'est un couple d'historiens qui a commencé ses travaux sur Louis XVI en disant qu'il voulait le faire canoniser. Donc c'était un peu compliqué pour la suite, mais il n'empêche que ce sont eux qui sont allés rechercher des documents, qui en ont retranscrit un certain nombre, ont mentionné les cotes, et donc même si on n'était pas d'accord avec leur manière de travailler, du moins on savait que les documents existaient, qu'on pouvait aller les consulter et qu'on pouvait réfléchir dessus. Étrangement, très peu de gens l'ont fait. Et donc, moi, d'abord, c'était ça que je voulais faire, essayer de comprendre qui était Louis XVI, ce qu'il pensait politiquement, ce qu'il avait voulu faire au cours de son règne, en revenant aux sources. Et donc, ça a été l'objet de mon travail depuis un grand nombre d'années maintenant. Hein. J'ai commencé à travailler pour ma thèse sur l'image de Louis XVI. Pour mon master, j'avais travaillé sur son rapport avec la Direction générale des bâtiments, l'ancêtre du ministère de la Culture. Et donc ensuite, essayer à partir de tout ça de comprendre qui il avait été. Et c'est donc à la suite de ces recherches que je suis arrivée à la conclusion que non seulement Louis XVI était opposé à l'alliance autrichienne et donc à son mariage avec Marie-Antoinette, et surtout qu'il avait en fait souhaité la Révolution, qu'il l'avait accompagnée, qu'il l'avait financée et qu'il était l'un des principaux artisans de cette Révolution française. Voilà pour résumer les choses. C'est ça, donc vous nous dépeignez un Louis XVI révolutionnaire et le mieux qu'on puisse dire, c'est que clairement, ça fait réagir le milieu universitaire, le milieu de la recherche, et notamment le chapitre qui retient le plus l'attention des lecteurs aguerris ou non, c'est le chapitre sobrement intitulé Françoise, le chapitre 21 de votre livre. Jean-Clément Martin y consacre notamment un article sur son blog publié le 27 septembre. Une simple question. Qui est cette Françoise ? Alors oui, dans la représentation qu'on avait de Louis XVI, c'était d'une part, il avait été opposé à l'alliance autrichienne pendant un temps, mais ensuite il était tombé amoureux de Marie-Antoinette et ça avait été
pour une histoire d'amour entre eux. Enfin, lui avait été très amoureux d'elle et puis on en était resté là. Donc, on disait que Louis XVI était un roi sans maîtresse. Et même, qu'il pouvait pas en avoir puisqu'il avait eu des difficultés à avoir des enfants et qu'il n'aimait pas le sexe. Donc, Françoise, en fait, c'est la maîtresse de Louis XVI. D'ailleurs, pas sa première maîtresse, il en a eu une autre avant, Marie-Philippine Lambriquet. Françoise Clétier, qui était mariée au peintre Joseph Bose, est devenue la maîtresse de Louis XVI au début des années 1780. Et c'est un personnage qu'on avait complètement oublié, effacée. C'est d'autant plus frappant qu'elle n'a pas été seulement la maîtresse de Louis XVI dans l'ombre. Alors, si, elle a été en partie dans l'ombre, en effet, mais en tout cas, le rôle qu'elle a joué a été un rôle politique absolument essentiel, et c'est une femme très importante de l'histoire de France. Donc, en effet, c'était assez choquant qu'elle ait disparu comme ça. Qu'est-ce qui explique qu'elle ait disparu aussi facilement ? C'est précisément le fait qu'elle ait eu un important rôle politique. Louis XVI a rencontré Françoise alors qu'elle était au service du roi, en fait. Elle travaillait pour lui en tant qu'agent du renseignement. Au moment de la guerre d'Amérique, notamment, elle faisait partie en fait d'un réseau protestant, puisque les Bourbons en fait continuaient à s'appuyer beaucoup sur les protestants. Louis XVI avait comme référent Henri IV, et pour lui Henri IV c'était un personnage qui n'était pas quelqu'un qui avait voulu simplement promouvoir la tolérance et la bonne entente entre catholiques et protestants. C'était un roi qui avait voulu devenir un roi de France protestant, mais qui avait dû renoncer à cela. Et si Henri IV voulait être un roi de France protestant, c'était pour être un roi indépendant qui n'aurait pas à tenir compte en fait du point de vue et des avis du pape. Donc pour Louis XVI, c'était quelque chose de très important. Ça, prendre Henri IV comme référence, c'était vouloir devenir un roi réellement absolu en étant un roi indépendant et donc un roi protestant. Et c'est pour ça qu'il s'est appuyé sur ce réseau protestant au sein duquel Françoise était extrêmement active. Mais évidemment, comme elle travaillait pour le renseignement, c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être discret et qui utilisait des identités diverses en fait, en fonction des missions qu'elle devait remplir. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de se cacher constamment. Et donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué de la retrouver aujourd'hui dans les sources. C'est d'autant plus compliqué qu'en fait, si on ne cherche pas la maîtresse de Louis XVI, on risque pas de trouver une maîtresse de Louis XVI qui se cache. Mais une fois qu'on comprend qu'il y a un véritable problème sur le fait qu'il avait une maîtresse, c'est-à-dire que l'ambassadeur autrichien Mercier Argenteau, par exemple, aborde la question dans sa correspondance. Bon, il finit par dire non, mais le roi n'est pas galant, mais quand même, il y a des moments où il dit mais il a l'air intéressé par des femmes. Par la suite, on a mention aussi dans quelques mémoires d'une maîtresse de Louis XVI au XIXe siècle. Et puis, on a surtout le livre d'Henriette Simon-Vienneau, qui est publié sous la monarchie de Juillet, qui en fait enquête sur la question du supposé phimosis de Louis XVI qui l'aurait empêché d'avoir une vie sexuelle normale. Pour cela, elle va rencontrer des domestiques du château de Versailles et elle leur demande des informations sur le sujet, et tout de suite ils lui disent pour ça il faut aller voir Françoise Bose. Alors on se demande pourquoi Françoise Bose est renseignée sur le phimosis de Louis XVI. De fait, Henriette Simon-Vienneau va à sa rencontre, elle est reçue par elle et elle lui explique que non, c'était une blague, c'était le faux bruit qu'on faisait courir auprès de la domesticité, mais que ça n'avait aucun fondement. Donc Françoise Bose était vraiment extrêmement bien renseignée sur le sujet, et c'est cette Françoise Bose qui est d'autant plus étrange en fait, c'est qu'elle a vécu à Versailles avec sa famille dans l'appartement du prince de Conti, qui était l'un des appartements les plus somptueux du château de Versailles, qui était un immense appartement. Donc ça veut dire que sa famille était protégée par les Conti. Et dans un château de Versailles où les courtisans, en fait, s'estimaient satisfaits quand ils arrivaient à obtenir un petit cagibi dans le château, elle, venant de nulle part, est originaire des Cévennes, elle vivait dans ce somptueux appartement. Donc,
La seule chose qui puisse expliquer une chose pareille, en général, si on n'a pas de charge à la cour, c'est qu'on est une maîtresse royale. Donc tout cela demandait à être creusé, et à partir de là, j'ai réussi à trouver un certain nombre de sources, notamment un dossier qui est conservé à la BNF, le dossier Dupont de la Motte, qui est un dossier qui permet de retrouver un certain nombre des identités que Françoise a utilisées au cours de ses missions au service du roi. Oui, c'est ça. Donc, dans votre livre, vous expliquez que Françoise Bosse joue donc le rôle d'espionne pour le compte du roi. Elle aide donc Louis XVI dans son projet révolutionnaire, mais la question qu'on peut se poser, je pense, c'est comment et pourquoi un roi, et qui plus est un Bourbon, avec tout l'héritage Louis XIVien absolutiste qui va avec, peut être un révolutionnaire républicain. Alors oui, parce que c'est ça, on n'a pas dit jusqu'à présent, mais non seulement Louis XVI soutenait la Révolution, mais en plus, il était républicain. Alors aujourd'hui, on a été habitué à penser la République et le roi comme absolument distincts et pas réconciliables, et c'est en partie lié d'ailleurs à l'exécution de Louis XVI qui a montré en fait que la République ne pouvait se fonder que sur l'élimination du roi. On avait une conception qui était plus ambivalente, en fait, avant la mort de Louis XVI. Et ce qui se passe surtout, c'est qu'on a eu l'habitude de raisonner sur un schéma dans lequel on aurait eu une monarchie absolue qui aurait triomphé à Versailles. Et ensuite, à partir du règne de Louis XVI, enfin, ce serait accentué sous le règne de Louis XVI, on aurait eu une désacralisation de la monarchie et du roi qui aurait conduit à la Révolution. En fait, ce qui se passe, c'est que si on remonte à Henri IV, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça nous incite à voir les choses un peu différemment. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le modèle pour Louis XVI, ça n'est pas Louis XIV, c'est Henri IV. Celui qu'il considère comme le modèle absolu pour les Bourbons, c'est Henri IV. Et comme je l'ai dit également tout à l'heure, c'est en grande partie parce que Henri IV voulait être un roi protestant et qu'il s'est battu pour ça. Pour Henri IV et pour Louis XVI, être un roi protestant, c'était être un roi indépendant qui n'aurait pas à tenir compte du pape et aussi des Habsbourg qui étaient liés au pape puisque c'était une dynastie catholique. Et donc, ce qui se passe, c'est que finalement, Henri IV voulait défendre une monarchie absolue dans le sens en fait latin, c'est-à-dire une monarchie indépendante. Et l'absolutisme, finalement, l'idéal absolutiste, pour les Bourbons, c'était l'idéal du roi protestant. Et donc, c'est à ça que Louis XVI va arriver. Et pourquoi il considère que Louis XIV n'a pas atteint cet objectif? C'est que finalement, Versailles est l'antithèse de ce à quoi il veut parvenir. C'est-à-dire que le roi avait besoin d'être indépendant par rapport au pape, mais il avait également besoin d'être indépendant par rapport à l'aristocratie. On avait ce modèle en fait de la monarchie mixte qui était hérité d'Aristote et qui avait fait qui avait été un modèle idéal pendant un temps où on se disait que le roi devait en fait être au centre d'un système où il y aurait eu des éléments démocratiques représentés par les parlements et des éléments aristocratiques représentés par les conseillers du roi, et des conseillers du roi qui, en longtemps, étaient nobles. Cependant, ce modèle, en fait, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas tout simplement parce que si vous avez des forces qui ont plus d'argent que d'autres, donc l'élément aristocratique, clairement, finalement, ça fait éclater tout le système. Il n'y a plus d'équilibre puisque c'est l'argent qui devient prédominant et qui impose en fait les idées politiques que le groupe qui possède l'argent va vouloir faire prévaloir. Donc c'est pour ça qu'il fallait passer à autre chose. Et c'est comme ça qu'intervient cette idée d'un roi qui doit également être indépendant de l'aristocratie. Or, Versailles, en fait, accentue la place de l'aristocratie, puisque auparavant, on avait une noblesse dont la principale mission était de combattre, et sous Henri IV, au XVIIIe siècle, on regrette, enfin, on met en avant en fait cette noblesse qui combattait avec Henri IV sans se poser la question de l'argent, qui était prête à combattre avec des chemises trouées et dont l'idéal était vraiment un idéal d'honneur. Avec Versailles, on tombe dans un système qui est complètement aristocratique, où Versailles devient un tiroir caisse, où la noblesse ne veut plus combattre. Et donc, ça devient un véritable problème pour le roi. Et Louis XVI considère que
À partir du moment où Louis XIV n'a pas réussi à sortir de ce système versaillais, quand il s'est retrouvé coincé avec la cour à Versailles en 1682, il est devenu un roi faible et donc pas un roi absolu. Pour lui, la cour à Versailles, ce n'est pas le summum de l'absolutisme, c'est au contraire la décadence du roi absolu et c'est contre cela qu'il veut lutter. Et pour cela, il faut réinstaller le roi à Paris, il faut réinstaurer une relation entre le peuple et le roi. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de faire tomber l'aristocratie. Et pour faire tomber l'aristocratie, il faut une révolution. Donc c'est comme ça qu'il en vient à la révolution. Et pourquoi la République ? Eh bien, une raison qui est assez simple aussi à comprendre, c'est que pour que le roi de France, en fait, reste un roi catholique, on forçait toujours des alliances avec les Habsbourg, donc cette dynastie catholique. Ce qui faisait que, là encore, le roi n'était pas indépendant. Et surtout, ces mariages, en fait, conditionnaient la diplomatie de la monarchie, puisque c'était le mariage, en fait, du roi qui devenait déterminant. Dans la République, si on revient à l'étymologie de choses publiques, ça veut dire que les affaires sont discutées publiquement. Et donc, ce n'est plus le mariage du roi qui va déterminer la diplomatie de l'État. Ce sont des discussions publiques qui vont permettre de définir tout cela. Et c'est pour cela, en fait, pour mettre fin à la prédominance du mariage du prince, que Louis XVI veut en fait une république, mais pas une république comme aujourd'hui, c'est-à-dire que le modèle c'est celui du contrat social, c'est-à-dire un modèle de petite république où pour être certain que les choses soient vraiment discutées publiquement et qu'elles ne permettent plus d'ingérence étrangère via les mariages notamment, il faut que ce soit des républiques qui reposent sur la démocratie directe. Donc, en fait, l'idéal de Louis XVI, ce sont des petites républiques dans lesquelles on a la démocratie directe, l'égalité des fortunes pour empêcher la reconstitution d'une aristocratie, et ces petites républiques s'insèrent en fait au sein d'un vaste empire de petites républiques conçues sur le même modèle. Ça, Louis XVI considérait vraiment Versailles comme une prison dorée, et même son mariage, il n'aimait pas Marie-Antoinette, ce que vous expliquez. Oui, c'est ça. Ils se sont prisonniers en fait du rôle qu'il est obligé d'incarner, qui est celui d'un roi catholique et d'un roi allié aux Habsbourg, un roi prisonnier de sa cour aussi. Il lutte vraiment contre ce modèle-là. Si l'on suit Kantorowicz et le modèle des deux corps du roi, on a un roi révolutionnaire qui est prisonnier en fait d'un corps de roi. D'un roi au service de l'aristocratie. Il se voit comme un pantin au service de l'aristocratie, en fait. Et c'est une situation qu'il ne supporte pas. Ouais, le chapitre 28 donc, de votre livre est consacré au projet révolutionnaire du roi. Quelles sources vous êtes allé chercher pour découvrir ce projet révolutionnaire? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont été écrites sur cette période. Il y a eu énormément de mémoires. Et souvent, on s'est appuyé sur ces mémoires pour écrire l'histoire du règne. Le problème, c'est que, d'une part, ces mémoires n'étaient pas toujours écrites par les personnes qui prétendaient les avoir écrits, en tout cas le nom qui était présenté sur la couverture. Et surtout, ce sont des textes qui correspondent en fait à un certain idéal au moment de leur publication. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le contexte du XVIIIe siècle. Hein. La plupart ont été publiés sous la monarchie de Juillet, aussi sous la Restauration, sous le Second Empire, beaucoup. Et donc, l'objectif n'est plus d'essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. On règle des comptes politiques qui sont ceux du XIXe siècle. Donc ça, c'est le premier problème par rapport aux sources. Le deuxième problème, c'est qu'on utilisait aussi un certain nombre de correspondances, mais ces correspondances, on allait un peu y chercher ce qu'on voulait y trouver et on ne les confrontait pas. Et c'est un vrai problème parce que si on n'est pas dupe du fait que les gens ne sont pas toujours sincères quand ils écrivent, pour s'assurer où ils mentent, il faut confronter les correspondances. Et vous avez par exemple quelqu'un qui est très important sous le règne de Louis XVI, qui est Beaumarchais, qui a beaucoup écrit. Et là, c'est vraiment nécessaire d'aller confronter ce qu'il écrit avec ce que d'autres ont écrit, parce qu'on se rend compte, comme ça, par exemple, que quand Beaumarchais dit qu'il va faire un voyage à Londres, et ben en fait, il va à Bruxelles ou des choses comme ça. Et c'est le cas la plupart du temps. Par exemple, c'est pareil, si on lit la correspondance qui a été publiée par John Rodman et Monroe Price de Vergennes, qui était ministre des Affaires étrangères,
Un ministre des Affaires étrangères, typiquement, il n'est pas libre d'écrire ce qu'il veut. Il agit en tant que ministre des Affaires étrangères et stratégiquement, politiquement, il ne peut pas écrire tout ce qu'il pense et son intérêt n'est pas de rendre sa politique transparente. Donc on ne peut pas prendre cette correspondance au pied de la lettre sans essayer de la confronter avec d'autres documents qui permettront de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et donc c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire à chaque fois. Pour la politique de Louis XVI, j'ai utilisé beaucoup de sources qui avaient déjà été exploitées, mais simplement, je les ai confrontées avec d'autres sources pour essayer de comprendre, en fait, où était la vérité. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on est face à une politique qui est en grande partie cachée, puisque Louis XVI est prisonnier, justement, du corps du roi. Il est obligé d'agir en roi. S'il veut mener une politique qui est hostile à la monarchie, il est obligé de le faire en sous-main. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher d'autres documents qui sont notamment des documents comptables ou essayer de retrouver les gens qui ont travaillé pour lui, notamment Françoise, pour essayer de comprendre quelle est la politique qu'il menait. Et on se retrouve avec des situations, en fait, où aussi si on compare les actes avec les déclarations, on se rend compte qu'il n'y a pas cohérence, en fait. Il y a les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et chez Louis XVI, c'est ça en permanence, en fait. On se retrouve dans des situations où il dit telle chose, mais il agit différemment. Donc c'est à la conjonction de tout ça que j'ai retrouvé ce Louis XVI révolutionnaire, en fait. Et donc, vous allez aussi chercher des œuvres artistiques et vous écrivez même que la plupart des œuvres, qu'il s'agisse des romans, des pièces de théâtre ou des opéras, contiennent des clés qui sont mises au service d'un commentaire politique. C'est aussi un peu un point qui fait débat sur votre livre, c'est l'interprétation de ces sources. Est-ce que tout est politique au XVIIIe siècle, selon vous? Alors, je dirais que tout est politique au XVIIIe siècle, comme tout est politique aujourd'hui, en fait. L'histoire est politique, la société est politique, parce que les enjeux politiques se posent tout le temps, sont permanents. On est dans une société où notamment la question de l'égalité des fortunes revient constamment, parce que il y a cet enjeu autour de l'aristocratie. Est-ce que l'aristocratie est néfaste ou pas? Et donc, c'est un enjeu politique qui revient constamment. Et par rapport aux œuvres, évidemment, elles sont aussi imprégnées de politique. D'ailleurs, d'autres l'avaient constaté pour des périodes antérieures, notamment sur la manière dont la Révolution anglaise avait influé sur les œuvres, aussi bien à la cour, en France qu'ailleurs en Europe. D'ailleurs, aussi dans les œuvres, on discute également des événements qui ont lieu à l'étranger, notamment le coup d'État des janissaires dans l'Empire ottoman au début du XVIIe siècle. Donc, on a sans cesse un arrière-plan politique aux œuvres au XVIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, finalement, on le constate aussi parce que quand on parle du mariage de Figaro, enfin, on voit bien qu'il y a une interdiction et on parle de raisons politiques. Mais simplement, on n'avait pas analysé par rapport au contexte que je pose ici, et là, ça devient beaucoup plus clair, qui est le contexte de la question de la Révolution, du rapport à l'Alliance autrichienne, les ingérences étrangères, la question du catholicisme. Donc, il fallait simplement restituer tout ça, se dire que c'était le cas pour le mariage de Figaro et se dire que si c'était le cas pour le mariage de Figaro, ça pouvait l'être pour d'autres œuvres. Et de fait, la clé de lecture était opérante. Une fois qu'on avait le bon contexte, on comprenait bien, en effet, à quel point ce contexte politique était important. Mais c'est un contexte politique qui s'articule aussi avec la question de la vie privée du roi, puisque Louis XVI est un roi qui veut cacher sa maîtresse. En fait, comme il est très conscient que jusque-là, à chaque fois, on avait rendu la maîtresse royale responsable de tous les maux du royaume, que c'est une manière de les écarter. Ça avait été le cas notamment pour Madame de Pompadour. Il veut absolument éviter ça. Lui, il veut que la responsable des maux du royaume, ce soit sa femme. Donc, il faut que tout retombe sur Marie-Antoinette et pas sur sa maîtresse. Donc, pour cela, il est obligé de cacher sa maîtresse. Donc, l'un des enjeux, en fait, pour faire pression sur le roi, c'est d'essayer de révéler tout ce qu'il veut cacher, et notamment sa relation avec Françoise. Et c'est l'objet d'un certain nombre d'œuvres, notamment Les Liaisons dangereuses, puisque la cour avait réussi à mettre la main sur sa correspondance amoureuse avec Françoise. Et on s'est beaucoup amusé avec ça, ça a inspiré un grand nombre d'œuvres, et les lettres qu'il écrit à Françoise sont en grande partie pastichées dans Les Liaisons dangereuses, dans la correspondance de Valmont avec Madame de Tourvel. Donc maintenant, voilà, on a notre Louis XVI révolutionnaire républicain. Comment il fait concrètement pour mener la révolution? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il arrive dans un contexte, en fait,
où la question révolutionnaire est déjà présente depuis longtemps. C'est pas Louis XVI qui tout d'un coup a un éclair de génie et qui se dit tiens non mais il y en a assez, la révolution, on va inventer ça, ça va être bien. Déjà c'est quelqu'un qui se réfère beaucoup à l'histoire de l'Antiquité ou de ce qui s'est passé avant aussi, et qui observe beaucoup ce qui s'est passé aussi dans l'histoire à l'étranger. Donc j'ai parlé du coup d'État des janissaires en 1622 dans l'Empire ottoman. Ça va être un des modèles, par exemple, qu'il va suivre pour la Révolution française, puisque c'est un coup d'État en fait qui avait été mené en mettant en avant le peuple, en disant que c'était en fait le peuple qui avait voulu le changement de sultan et qui avait voulu que Osman II soit mis à mort. Donc ça, c'est une des inspirations de la Révolution française. Et puis ensuite, il y a la question de l'aristocratie, qui était... il y avait aussi la Révolution anglaise qui avait eu lieu. Et il y a la question de l'aristocratie qui est récurrente, qui est régulièrement abordée dans les publications du XVIIIe siècle. Est-ce que la noblesse doit devenir une aristocratie ou est-ce que sa fonction, c'est de combattre? Est-ce qu'elle a trahi sa mission? Est-ce que le pays doit être défendu autrement, par la conscription, par une formation des citoyens, une formation militaire de l'ensemble des citoyens? Ce genre de choses, ça revient régulièrement. D'autre part, il y avait eu aussi des révolutions qui avaient été menées à l'étranger. Alors, il y avait eu la révolution avortée au Danemark, celle de Struensee, le médecin de Christian VII. Il avait mené un coup d'État révolutionnaire. Il avait réussi, en fait, à entrer au conseil du roi en tant que médecin du roi, à mener un certain nombre de réformes qui étaient de plus en plus radicales. Et l'objectif, c'était, en fait, par ces réformes, d'arriver à une transformation totale du royaume et probablement à un passage à la République, puisque la République était déjà une idée qui était discutée au Danemark au cours du règne précédent. Puis il y a aussi un coup d'État. Alors le Danemark, c'est le début des années 1770. En 1771, on a également en Suède Gustave III qui arrive au pouvoir et qui lui aussi mène une révolution dans laquelle il veut en fait mettre en place une monarchie absolue. La Suède n'était pas du tout une monarchie absolue, c'était vraiment une monarchie qui était dirigée par l'aristocratie suédoise. Et donc Gustave III veut mener cette révolution pour instaurer cette monarchie absolue qui va permettre au roi d'être indépendant et de mener une politique contre l'aristocratie en fait. Donc on a tout ça en fait qui préexiste. En France aussi, le père de Louis XVI, il avait constitué des réseaux qui lui permettaient de mener une politique qu'il souhaitait également révolutionnaire. Donc Louis XVI en fait bénéficie de réseaux et c'est surtout comme ça qu'il travaille. Parce que ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est qu'on est dans une société qui est encore féodale et dans laquelle les réseaux sont très importants. Les réseaux de clientèle à la cour, vous avez des gens qui ont des terres. Ces terres sont conditionnées par leur réseau de clientèle. Et le réseau de clientèle, en fait, entrer dans le réseau de clientèle d'un prince, d'un seigneur, ça signifie aussi adopter un certain système de valeurs. Et si le seigneur a un système de valeurs qui tend à la révolution, parce qu'il y avait une aristocratie qui voulait préserver ses privilèges, mais il y avait aussi une noblesse qui croyait en cet idéal de la noblesse et dans l'indépendance du roi, donc il y avait une noblesse révolutionnaire, et on l'a bien vu au moment de la Révolution d'ailleurs. Tout ça permet en fait de tenir un certain nombre de territoires à l'intérieur du royaume via ces réseaux de clientèle. Et donc Louis XVI s'appuie beaucoup là-dessus, et notamment sur tous les réseaux qui sont des réseaux protestants. Parce que vous avez la noblesse qui tient à l'idéal d'Henri IV et à l'idéal de l'indépendance du roi, c'est une noblesse qui est souvent une noblesse protestante, notamment les Rohan, qui sont une famille qui est importante pour soutenir Louis XVI. À part les Rohan, il y a également les Noailles qui tiennent des positions très importantes à la cour, même les positions les plus importantes à la cour. Vous avez également les Conti qui prêtent leur appartement à la famille Bose. Donc il peut s'appuyer comme ça sur un certain nombre de familles qui vont relayer sa politique et qui vont utiliser en fait leur réseau de clientèle au service de la politique révolutionnaire du roi. Donc ça, c'est l'un des aspects. Le second aspect, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que pour
que ces réseaux de clientèle soient vraiment actifs, ils ne le font pas nécessairement, que pour servir un idéal, ils ont besoin de vivre, de manger aussi, donc c'est des gens qu'il faut rémunérer. Et donc là, c'est le second aspect de la politique de Louis XVI, c'est trouver de l'argent pour pouvoir financer ces réseaux. Donc là, il y a tout un système de caisses noires qui sont situées à différents endroits au fil du temps, qui s'appuient en grande partie sur les manufactures. Et dès qu'on en trouve une, eh ben, il faut retrouver, réorganiser le système de financement autrement. Donc c'est un système complexe qui, pour l'instant, j'en suis qu'au début de l'identification de ce système. Ça va prendre beaucoup de temps pour le retracer exactement. Donc je pense qu'on aura aussi besoin d'être plusieurs chercheurs pour pouvoir le retracer entièrement. Mais voilà, ça demande d'aller voir les documents comptables, les aspects financiers, qui rebutaient quand même pas mal les chercheurs jusque-là. Benoît Carré commence à faire un travail exceptionnel là-dessus, donc j'espère que ça va se poursuivre avec d'autres chercheurs aussi. C'est vraiment ça qui nous donnera la clé de la politique de Louis XVI et des éventuelles politiques révolutionnaires qui avaient été menées auparavant également. Oui, c'est ça, parce que c'est une clé de lecture pour la Révolution française, mais ça en est une aussi pour les autres révolutions qui ont eu lieu partout dans le monde. Oui, et alors ailleurs dans le monde, mais même avant en France, parce qu'on a Henri IV, on a Louis XVI. Entre Henri IV et Louis XVI, est-ce que les autres rois étaient vraiment des catholiques convaincus? Je suis loin d'en être persuadée. Ce qui est intéressant, c'est que la politique de Louis XVI peut essayer de nous faire comprendre ce qui s'est passé avant. Est-ce que Louis XVI, en fait, n'est pas le révélateur du fait que chaque roi, en fait, a essayé de mener sa politique secrète? On a le secret du roi sous Louis XV. Moi, en travaillant de plus en plus sur cette question, ce qui me paraît évident, de plus en plus clairement, c'est que politique secrète de Louis XV n'était pas la politique secrète de Louis XV, mais la politique secrète du père de Louis XVI. En réalité, c'est pour ça que cette politique secrète contredisait la politique de Louis XV. C'est pas Louis XV qui se contredisait, c'est son fils qui essayait de miner toutes les actions de son père en plaçant des agents dans les ministères qui allaient déjouer toute la politique de Louis XV. Pour Louis XVI, là, on est dans le cas d'un roi qui déjoue lui-même sa propre politique. Mais est-ce que ça n'a pas été le cas auparavant pour Louis XIV, pour Louis XIII et même avant pour les Valois? Je pense que c'est une question qu'il va falloir poser et je pense que c'est même une question qui doit être au cœur de la réflexion sur la politique, puisque, encore une fois, la question des deux corps du roi la pose nécessairement. On a le corps du roi, mais on a également le corps réel du roi, et la politique que le corps réel du roi veut mener n'est pas nécessairement en accord avec celle qu'il doit représenter en tant que corps mystique et souverain. Donc je pense que c'est même au cœur de la réflexion sur la politique, et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que ce qu'on montre est nécessairement en accord avec ce que l'on fait? Et je crois que la réponse est non, puisque Machiavel en avait déjà parlé. L'essence de la politique, c'est de dissimuler vraiment ce que l'on veut faire. Que pour être efficace, il faut dissimuler ses intentions. Il écrit dans le discours sur la décade de Tite-Live. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est même au fondement de la politique et de la réflexion sur la politique. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération sérieusement. C'est opérant pour Louis XVI, mais ça doit nécessairement être opérant pour un tas d'autres souverains et de représentants politiques. C'est ça, Louis XVI, c'était véritablement un Machiavel en puissance. C'est quelqu'un qui s'inspire des écrits de Machiavel, évidemment, mais je pense qu'il n'était pas le seul. C'est ça, c'est vraiment au cœur de la réflexion politique. Et d'un point de vue géopolitique, la France n'avait aucun intérêt, en fait, à être une monarchie catholique, puisque son intérêt, c'était d'être une monarchie indépendante. Et donc, à partir de là, en se retrouvant sans cesse coincés dans des mariages avec des Habsbourg qui les obligeaient à rester catholiques, les souverains se sentaient nécessairement prisonniers quelque part. Alors si on voulait pas d'ennui, le mieux en effet c'était de rester un monarque catholique tranquille et puis c'était presque l'assurance de mourir dans son lit. Mais si on voulait pouvoir mener une politique qui était celle que l'on voulait réellement, il fallait prendre à bras le corps ce problème. Et on voit bien aussi que les monarques français ont essayé de nouer des alliances avec des puissances qui n'étaient pas des puissances catholiques. On a l'alliance
avec l'Empire ottoman qui remonte à François Ier, parce que c'était une manière, en fait, de pouvoir tenir tête au pape. Pour en revenir un peu à notre Louis-Auguste, hein, on sait tous comment il a terminé, et c'est véritablement au cœur des débats actuellement, hein, puisque le 14 janvier sort le livre de Jean-Clément Martin, L'exécution du roi, et vous en parlez aussi donc dans votre livre, hein, vous donnez pour titre au chapitre qui est consacré le nom de la chanson de Dalida, Mourir sur scène, hein. Notamment a dit Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Est-ce que pour vous, Louis XVI était heureux, ou du moins n'était pas malheureux de cette fin tragique? Qu'est-ce qu'il ressentait véritablement face à cette fin? Oui, alors non, il n'était pas ravi de mourir. Jusqu'au dernier moment, il a espéré que ça finirait autrement. Mais c'est quelqu'un qui avait, on va dire, un idéal politique élevé. C'était pas la religion qui le guidait, mais c'est qu'il s'était battu toute sa vie pour cet idéal-là, pour faire advenir cet empire de république. La monarchie lui avait gâché toute la vie, en fait. Et pour lui, à ce moment-là, même s'il espère qu'il va être sauvé et qu'il va pas mourir, il le fait parce que c'est une manière de préserver son projet politique. C'est-à-dire que c'est le seul moyen à ce moment-là, puisqu'on lui proposait, en fait, l'Angleterre lui proposait de partir en Amérique. Et jusqu'au 21 janvier, le matin, il a eu cette possibilité-là de partir en Amérique. Seulement s'il partait, la condition, c'était que c'est son frère qui reviendrait en France et qui restaurerait la monarchie, ce qu'il a fait par la suite. Pour Louis XVI, c'était pas quelque chose qui était acceptable. L'idée qu'il était parvenu, en fait, à instaurer la République en France. Il avait réussi à faire pression sur l'Angleterre à travers la menace de guerre. Il avait réussi à s'allier avec les Irlandais qui faisaient également pression sur l'Angleterre. Donc pour lui, il était vraiment presque arrivé au bout et il s'était battu pour ça tout le temps. Donc remettre en cause tout ça simplement pour se sauver, ça aurait été finalement pour lui l'impression d'avoir gâché sa vie et que sa vie n'aurait servi à rien. Et donc prendre le risque de mourir, c'était ça. C'était au moins j'aurais peut-être pas tout gâché. Je serais arrivée à quelque chose. Même si évidemment, voilà, il aurait préféré que ça se passe autrement. Mais il prend le risque de mourir parce qu'il veut sauver en fait son œuvre. La politique avant la vie, en quelque sorte. C'est ça. Mais d'ailleurs, son attitude a posé la barre très haut. Ceux qui suivaient son projet, principalement les Girondins, mais il n'était pas seul, on fait comme lui. C'est-à-dire que c'était ça. La règle pendant la Révolution, par la suite, devient on est prêt à se sacrifier pour sauver le projet politique. Donc voilà, Louis XVI est mort, hein, ça va faire 228 ans le 21 janvier. Qu'est-ce qui reste de Louis XVI aujourd'hui? Il reste surtout une représentation très, très faussée. Oui, qui s'est construite au fil du temps, une représentation d'un roi, alors maintenant, qui est pas seulement mou, c'est un roi gentillet, on va dire, qui voulait bien faire, il était bien brave. C'est un peu ça qui reste, mais il reste quand même surtout un grand silence, je dirais, parce que c'est quand même un tabou. C'est ça le problème, c'est que ce que je disais au début, c'est qu'il y a eu très peu de travaux académiques qui ont été menés sur lui. Moi, ça m'a toujours paru très étrange. C'est toujours compliqué aussi de travailler sur lui. Donc, ce qu'il en reste surtout, c'est un grand tabou. Et puis, il en reste en fait beaucoup d'autres choses. Mais je pense que ça, c'est quelque chose dont on parlera mieux dans les années à venir. Mais finalement, c'est quelqu'un qui a toujours été un modèle pour des gens. J'en parlais par rapport aux Girondins en disant qu'il avait placé la barre haut. Mais c'est quelqu'un qui a aussi été perçu comme celui qui a fait basculer le monde. C'est celui qui a ouvert la modernité, en fait. Et quelque part, Louis XVI est aussi au centre de la mythologie moderne. Quand Paul Venn posait la question des Grecs, est-ce qu'ils croyaient en leurs mythes? Moi, j'ai envie de dire que la vraie question, c'est pas seulement de savoir si les Grecs croyaient en leurs mythes, mais savoir déjà s'ils les connaissaient, ce qu'ils en savaient, et est-ce que tout le monde les connaissait? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde à plusieurs vitesses. Il y a des gens qui sont conscients de cette mythologie, du fait que Louis XVI a ouvert la modernité. Et il y a des gens qui juste pensent que Louis XVI est un personnage totalement insignifiant, et c'est la grande majorité des gens. Et
Et finalement, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Il va falloir finalement rendre ces mythes accessibles à tout le monde aussi, essayer de comprendre ce qui s'est passé vraiment et comment aussi Louis XVI a continué à animer des gens par la suite, au 19e siècle, au 20e siècle, même encore aujourd'hui. Et ça, je crois que ça va être une étape très, très importante. C'est ça, donc plein d'espoir pour les chercheurs à venir. Tout n'est pas dit sur l'histoire de France. Ah bah non, mais même pas que sur l'histoire de France. Non, il y a Oui, encore oui, oui. énormément de travail à faire. Il y a à repenser les choses, à adopter d'autres perspectives, c'est recontextualiser différemment. De toute façon, c'est normal de poser de nouvelles questions en fonction de ce qu'on vit. Et donc, on va avoir besoin de faire ça, oui, très nettement. Eh bien, merci beaucoup, Aurore Chéri. Merci pour l'invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.